Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette session d'information sur la TFC. À présent, les titres de ce journal. En Gambie, réintégration au sein du Commonwealth, une nouvelle politique diplomatique réintègre le pays au sein de l'organisation. Et puis nous irons en Tunisie où nous parlerons des relations bilatérales entre la Tunisie et l'Union européenne. L'année 2018 s'avère être une année importante dans les relations entre l'État tunisien et l'Union européenne. En France, ce sont les chutes de neige qui perturbent gravement le transport, plus de 700 km de bouchons autour de Paris. Et puis une page de sport, Jeux olympiques de Pyeongchang, mauvaise nouvelle pour les 47 athlètes russes qui ont vu leur appel rejeté par le tribunal arbitral du sport. Retour sur ce plateau, ouvrons cette session d'information par l'actualité africaine, direction la Gambie, où une nouvelle politique diplomatique réintègre le pays dans le Commonwealth. En effet, la Gambie a été admise au sein du Commonwealth après un retrait soudain en 2013. L'ancien président Yahya Jammeh avait décidé en octobre 2013 de retirer son pays du Commonwealth, une organisation de pays issus de l'ex-empire britannique qu'il avait plutôt qualifié d'extension du colonialisme. Le point en images. 5 ans après son retrait, la Gambie a réintégré le Commonwealth. L'ex-chef d'État Yahya Jammeh, qui avait dirigé le pays d'une main de fer durant 22 ans, avait qualifié l'organisation comme une institution néocoloniale en s'y retirant en 2013. Le retour du pays dans le Commonwealth sera officialisé ce jeudi 8 janvier 2018 à Londres, au siège de l'organisation. Le gouvernement gambien est ravi d'être de retour parmi cette famille qu'est le Commonwealth et tient à remercier les 52 chefs d'État qui ont accepté notre adhésion. Le président Adama Barrow dirige la Gambie depuis janvier 2017. Avec sa politique d'ouverture, il a demandé la réadmission de son pays en février 2017, à savoir 2 mois après sa prise de fonction. Une demande qui avait reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Cette décision porte de nouveau à 52 le nombre d'États membres du Commonwealth. À travers cette décision, Monsieur le Président Adama Barrow manifeste sa volonté de revenir dans le giron international et surtout d'avoir un relais par rapport au programme public qu'il est en train de mettre en œuvre en Gambie pour créer de la croissance, créer de l'emploi et combattre la pauvreté. Finalement, je me base sur les propos de Patricia Scotland, qui est la secrétaire générale de l'organisation, qui s'est quand même réjoui de ce retour de la Gambie pour dire que le fait de réintégrer le Commonwealth va permettre à la Gambie d'avoir du soutien, on va dire, international, mais surtout cette réintégration à terme va permettre à la Gambie de disposer du nerf de la guerre, de moyens financiers capables de soutenir ses efforts et ses ambitions de développement. La Gambie devient ainsi le 4e pays à revenir dans le Commonwealth après l'Afrique du Sud, le Pakistan et les Fidji. Le pays avait rejoint le Commonwealth pour la première fois lors de son indépendance en 1965. Au Maroc, de nouvelles tractations sur le Sahara occidental en vue entre le royaume chérifien et le Front Polisario qui réclame, nous dit-on, l'indépendance du Sahara occidental. Objectif, arriver à un compromis sur cette partie du Sahara où le conflit entre les deux parties est vieux de plus de 40 années. Plus de détails dans ce reportage. Ce lundi 5 janvier, le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, a déclaré qu'il était prêt pour des négociations directes avec le Maroc sur l'avenir du territoire contesté. Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui autoproclamée, qui contrôle une mince bande du territoire, a indiqué qu'une délégation du Polisario avait rencontré à Berlin le 25 janvier l'envoyé des Nations Unies au Sahara occidental, Urs Keller, pour en discuter. C'est une nouvelle phase de discussion visant à préparer une nouvelle phase de négociations directes. Le Polisario est prêt pour des négociations directes avec le Royaume du Maroc pour faire la paix. Le Front Polisario et le Maroc se sont battus pour le contrôle du Sahara occidental de 1974 à 1991. Rabat s'emparant du territoire du désert avant un cessez-le-feu négocié par l'ONU dans l'ancienne colonie espagnole. Le royaume chérifien considère le Sahara occidental comme une partie intégrante du Maroc et propose une autonomie pour le territoire riche en ressources. Mais le Front Polisario insiste sur un référendum de l'ONU sur l'indépendance. Les deux parties n'ont pas eu de discussion directe depuis 2012, suite à l'échec d'un cycle de 5 ans de pourparlers. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la reprise de la volonté du Polisario, sa volonté de négocier directement avec le Maroc, montre que le réalisme commande en tout cas à sortir de cette impasse-là. Et
ce n'est que le début, en tout cas, d'un long processus. On va voir comment le négociateur onusien va pouvoir, qui a beaucoup d'expérience, hein, il a été dans d'autres crises un médiateur efficace, et je pense que le moment est mûr aujourd'hui de sortir de cette situation et de cet immobilisme, parce que au fond l'affaire du Sahara occidental est devenu un élément perturbateur dans les relations Maroc-Afrique ou Algérie-Afrique, et on voit que il est aujourd'hui important de trouver une solution. Fin janvier, M. Keller a invité les deux parties en conflit ainsi que les pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, à prendre part aux discussions. Le Maroc a indiqué qu'il rencontrerait M. Keller, mais sans donner de date précise. Tunisie, l'année 2018 s'avère être très importante pour la capitale Tunis. En effet, le pays entend nouer une alliance avec l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré d'ailleurs Kemaïs Dianaoui, ministre des Affaires étrangères, lors de sa récente visite à Bruxelles le lundi 5 février dernier. Reportage. Kemaïs Chinaoui, le chef de la diplomatie tunisienne, a déclaré que l'année 2018 sera une année hautement importante pour le partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne. En visite à Bruxelles ce lundi 5 février 2018, il a rencontré, à sa demande, Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Tous deux ont convenu qu'agir ensemble était le meilleur moyen d'apporter des réponses concrètes aux attentes du peuple tunisien. Nous avons examiné les possibilités de mettre en œuvre de nouvelles initiatives dédiées à la jeunesse, telles que Erasmus pour les jeunes entrepreneurs et Erasmus pour les jeunes apprentis. L'année 2018 sera une année hautement importante pour le partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne. Ce partenariat a atteint une maturité. Il est passé à un palier supérieur de l'engagement de l'UE en faveur de la Tunisie. L'avenir des relations post-2020 nécessite un partenariat rénové, plus solidaire, fondé sur des valeurs démocratiques communes. L'Union européenne souhaite soutenir davantage la Tunisie dans sa transition économique en mettant en place un partenariat pour la croissance. À cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné l'importance qu'accorde la Tunisie à l'augmentation au titre de 2018 du quota annuel de l'huile d'olive exportée vers le marché européen. Il a demandé une plus large ouverture des marchés de l'Union européenne aux producteurs tunisiens d'huile d'olive. Effectivement, le partenariat Europe-Tunisie est un partenariat stratégique. Quand on fait la politique de sa géographie, la Tunisie est vraiment le voisin immédiat de l'Europe. Et en tout cas, il y a la réalité des chiffres qui l'expliquent. 85% des échanges de la Tunisie se font avec l'Europe. Il se trouve que depuis 2011, la Tunisie vit une véritable transition suite aux révoltes de 2011. Et la Tunisie, aujourd'hui, plus que jamais, est dans l'impasse, en tout cas l'impasse financière. L'Union européenne et la Tunisie tiendront leur conseil d'association, le dialogue politique annuel, en mai prochain. Cette réunion sera l'occasion de définir les priorités de leur partenariat pour la période 2018-2020 et de travailler sur des projets concrets pour soutenir la Tunisie et les Tunisiens. Au Cameroun, il est question de la mise en place du Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya a nommé les membres du Conseil constitutionnel, un petit événement car l'entrée en fonction de cette institution prévue par la Constitution était attendue depuis 1996. Les nouveaux membres de ce Conseil jouissent bien évidemment d'un mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable. Reportage. Le Conseil constitutionnel peut désormais fonctionner au Cameroun. Le 7 janvier 2018, le chef de l'État, Paul Biya, a signé le décret portant organisation de cette institution. Ce décret conduit donc à la mise en marche de cette institution créée il y a près de 22 ans. Avec aujourd'hui la non-création des conseils régionaux, les experts relèvent que le processus demeure inachevé. La matérialisation de toutes les institutions créé à l'occasion de la révision du 18 janvier 1996 n'est pas terminé. C'est un processus qui n'est pas encore achevé et qui montre que le régime du renouveau et le président Biya ont étalé au maximum la mise en place de ces institutions dans une perspective qui consiste à gagner
le plus de temps possible pour mettre effectivement en place toutes ces institutions. À la veille des échéances électorales dans le pays, certains spécialistes font observer que l'effectivité de ce conseil est une opportunité car il veille à la régularité des élections présidentielles et des élections parlementaires entre autres. Pour d'autres, le moment choisi pour la mise en place de cette institution est purement électoral et les membres nommés ne jouissent d'aucune indépendance. Les clés de l'indépendance sont connues. C'est le mandat, la durée du mandat et l'inamovibilité. Bon, à partir du moment où on a une inamovibilité, une durée plutôt limitée, avec des possibilités de renouvellement qui reposent entre les mains du président de la République, ce sont là des considérations qui confirment que c'est un conseil, en tout cas qui jette le doute sur l'indépendance de ce conseil. Mais bon, comme on a l'habitude de dire au Cameroun, on va dire attendons de juger le maçon au pied du mur, sauf que tous les autres maçons, on les a jugés. Et même ceux qui en sont membres ont été maçons ailleurs, donc ce n'est pas sur ce mur-là qu'ils vont changer, quoi. Un rappel, le Conseil constitutionnel a été créé au Cameroun en 1996. Il a été doté de ses premiers textes de fonctionnement en 2004, avant d'être révisé par la suite en 2008. Et janvier 2018 marque donc la mise en place de cette institution qui devra désormais veiller au bon fonctionnement des institutions. C'est aussi elle qui proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Restons toujours au Cameroun. L'Union européenne estime que l'armée camerounaise devrait faire un usage proportionné de la force dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Rappelons que 22 policiers et un soldat ont été tués depuis le début de la crise, selon un décompte de l'agence française de presse établi sur la base des données officielles. Le point en images. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, préoccupés par la crise en cours dans les régions d'expression anglaise du Cameroun, l'UE a invité l'État camerounais à éviter tout acte qui puisse attiser les tensions ou inciter à la violence entre Camerounais. Bruxelles appelle par contre les différents partis au dialogue dans un communiqué publié mercredi. Dans ce texte, le département européen des affaires étrangères pense qu'il est essentiel que les forces de sécurité fassent un usage proportionné de la force dans l'exercice de leur mission. Bruxelles a eu cependant sa langue dans la poche concernant l'extradition de 47 séparatistes camerounais dont leur leader Sissoko Ayuk-Tabé du Nigeria. A contrario, les États-Unis ont appelé Yaoundé au respect du droit à une justice équitable pour ces militants séparatistes. Depuis novembre, date du début de la contestation dans ces zones dites anglophones, 22 soldats et policiers ont déjà été tués alors que 33 000 personnes ont trouvé refuge au Nigeria. L'Afrique fait sa migration vers la Smart Internet, aller vers l'intelligence artificielle, l'Internet ou encore le blockchain qui ont favorisé un bond spectaculaire dans l'économie numérique en tirant notamment profit de l'interconnexion panafricaine et mondiale via des partenariats solides et sécurisés. Tel est l'objectif de l'Afrique qui a fait sa migration vers le Smart Internet. Compte rendu complet dans cet élément. Alors, chaque intervenant, je le dis rapidement. Comment rester compétitif dans un monde en pleine transformation numérique? Sans aucun doute, c'est d'intégrer et s'approprier les outils de ce nouvel écosystème. Les nouveaux usages du Smart Internet au service de vos entreprises ont expliqué au cours d'une conférence à Brazzaville au Congo les nombreuses opportunités permettant aux pays africains de réaliser une véritable révolution numérique. La première étape, c'est de continuer à déployer tous les réseaux. La seconde étape, c'est le contenu. Et le contenu est en train d'arriver, on le voit très bien par exemple sur le Kenya, sur le Ghana, où il y a énormément de jeunes entreprises qui ont créé plusieurs applications. Et ça commence aussi sur le Congo. Quand je discute avec les différentes entreprises, on voit qu'elles ont cette volonté de s'équiper et d'aller beaucoup plus loin justement dans le développement des applications. Il s'agit d'aller davantage vers l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou encore blockchain qui ont favorisé un bond spectaculaire de l'économie numérique en tirant notamment profit de l'interconnexion panafricaine et mondiale via des partenariats solides et sécurisés. Tout à côté, les data centers se présentent comme une alternative viable à la conservation des données. Même avantage pour le cloud, un terme de plus en plus tendance qui promeut non seulement la sécurisation des données, mais en plus réduit le temps pour permettre aux entreprises d'accéder rapidement à leurs informations. Aujourd'hui, le Congo est perçu comme un acteur important dans le déploiement de cette technologie. Je pense que le Congo est un pays qui est dans un endroit extrêmement stratégique. Il est au croisement, au carrefour de toute une ribambelle de pays qui sont à la fois enclavés, mais aussi des pays qui sont connectés à
un ou plusieurs câbles, mais qui n'ont pas forcément la capacité de se connecter avec d'autres pays. Toutefois, comme le soulignent les acteurs du numérique, l'Afrique ne dispose pas encore pleinement des moyens de ses ambitions, même si de nombreux efforts ont été consentis dans l'installation infrastructurelle. Faut-il pour autant se borner dans les initiatives? Bien au contraire, il faudrait selon eux voir au-delà des inconvénients et décupler la créativité pour stimuler l'économie sur le continent. PeaceW, leader des télécoms en Asie, voit en outre dans le transfert des compétences une opportunité continentale. PeaceW n'est pas seulement en Asie, nous avons commencé en Asie, nous sommes nés en Asie, mais nous nous sommes déployés à travers tous les continents. Nous avons déjà une position bien établie dans les marchés asiatiques, mais nous sommes une société capable de migrer facilement dans les marchés difficiles d'accès, tels qu'en Afrique, pour reproduire, pour dupliquer les réalisations faites en Asie. Alors que l'Afrique connaît actuellement une crise économique qui touche plusieurs pays, Internet se présente pour l'heure comme une alternative incontournable dans le but d'amorcer le développement économique du continent. Au Rwanda, il est question de dalles en terre fabriquées par les étudiants de Stanford. En effet, dans le souci de contribuer à améliorer la qualité de vie des familles dans tout le pays, un groupe d'anciens étudiants de l'université de Stanford a eu l'idée d'adopter une technologie venue des États-Unis aux besoins de la population du Rwanda à travers des dalles de terre fabriquées sans machines industrielles. Reportage en images. Un groupe d'anciens étudiants de l'université de Stanford a eu l'idée d'adapter une technologie venue des États-Unis aux besoins des populations du Rwanda. F-Enable, leur entreprise sociale à but non lucratif basée à 1 heure de Kigali, contribue désormais à améliorer la qualité de vie des familles dans tout le pays à travers des dalles en terre fabriquées sans machines industrielles. Ils utilisent un mélange de matériaux d'origine locale tels que du gravier, du sable et de l'argile. Les dalles F-Enable ne sont pas nocives pour l'environnement. C'est moins cher que le ciment normal. Nous utilisons du vernis fourni par nos équipes qui font de la recherche et du développement. C'est très bon et ça aide à rendre le sol très fort. L'équipe s'est servie d'une huile de lin naturelle et a développé un additif d'étanchéité compatible qui a fait fonctionner le concept. L'huile végétale et les additifs sont mélangés au quartier général de l'entreprise dans la ville en plein essor de Nyamata avant d'être expédiés après un refroidissement dans les 24 heures. Une équipe de F-Enable dirigée par Olivier Ozana nous amène dans une maison villageoise où les sols en terre battue vont subir une cure de jouvence. La propriétaire Chantal Ouira, qui a fait ses propres recherches, était convaincue que l'installation de planchers durs pouvait réduire les risques de maladies. J'ai choisi ce que nous appelons Turanisa car c'est plutôt bon marché. Je n'avais pas d'argent pour acheter du ciment. C'est pourquoi j'ai choisi Turanisa. En l'espace de 2 semaines, après un processus impliquant l'élimination des saletés, le compactage des matériaux naturels et le scellage du sol à travers l'utilisation d'huile, les nouveaux sols offriront un environnement familial davantage sain. Ils n'avaient pas de sol en terre. Donc, ce que nous allons faire pour eux, c'est de faire une dalle à un prix moins élevé, ce qui les aidera à éviter des maladies comme la diarrhée. F-Enable a également développé des ateliers de formation pour doter les maçons rwandais de compétences dont ils ont besoin pour construire, commercialiser et installer des dalles en terre de haute qualité. Rendons-nous cette fois hors des frontières africaines, précisément en France, où les chutes de neige provoquent la pagaille dans les transports, causant ainsi des embouteillages records autour de la ville de Paris. Conséquent, un ralentissement dans le transport en général. On fait le point en images. Il a énormément neigé ces dernières heures dans toute la moitié nord du pays. Une trentaine de départements sont en vigilance orange. Conséquence, vous le voyez, des cartes postales magnifiques. Image ici de la capitale recouverte d'un manteau blanc, Notre-Dame de Paris, mais aussi très grosse pagaille sur les routes et sur les rails. Plus de 700 km de bouchons hier soir autour de Paris. Des transports en commun perturbés, des trains ralentis. Les autorités invitent les Franciliens à ne pas utiliser leur voiture aujourd'hui. Axel May avec nos confrères de France 2.
Les services météo avaient beau avoir annoncé la neige, les automobilistes se sont fait piéger en rentrant du travail. Plus de 700 km de bouchons autour de Paris ce mardi soir. Certains ont même dû passer la nuit dans leur voiture. Peut-être dormir dans la voiture. On a demandé aux policiers, ils nous ont dit d'attendre. On nous a dit que la saleuse devait passer et qu'il fallait se mettre sur la droite, mais comme les gens sont très têtus, ils sont revenus sur la gauche, donc la saleuse ne peut pas passer. Donc il y en a pour encore très longtemps, je pense. Cet homme, lui, explique qu'il va faire 12 km à pied pour rentrer chez lui. J'ai pas d'autre moyen, sinon j'ai laissé la voiture plus bas, impossible de rouler. J'ai essayé dans un sens, dans l'autre, j'abandonne. Je vais sortir mes skis, parce que je rentre de la montagne, et puis je vais partir à ski, je pense, voilà. En Ile-de-France, la préfecture de police a interdit aux poids lourds de circuler sur les principaux axes routiers et demande aux automobilistes de ne pas utiliser leur véhicule. Mais les trajets en transport en commun s'annoncent difficiles. Perturbations également dans les aéroports parisiens. Les chasse-neige sont à l'œuvre et le personnel de piste dégivre les avions. Les transports scolaires ne circuleront pas ce mercredi dans plusieurs départements de France. Selon les services météo, le scénario qui se dessine est celui d'un renforcement de la neige. Jeudi matin, localement en plaine, le thermomètre pourrait chuter jusqu'à moins 10 degrés et vendredi, une nouvelle perturbation neigeuse arrivera par l'ouest. À Paris, la dernière fois que les habitants ont pu voir leur ville sous un tel manteau blanc, c'était il y a 5 ans. Pas de quatrième plan de sauvetage pour la Grèce, assure Moscovici. Le commissaire européen aux affaires étrangères économiques était dans la capitale grecque ce jeudi pour s'entretenir avec le Premier ministre Alexis Tsipras. Il a profité pour féliciter la Grèce pour le retour normal de son économie. Reportage. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, était dans la capitale grecque ce jeudi pour s'entretenir avec le Premier ministre Alexis Tsipras. Le bureau d'Eurotel à sa rencontre pour recueillir ses impressions sur la fin du plan de sauvetage prévu pour août. Je ne parle pas de sortie propre, dure ou molle. Je parle de la réussite du programme, du fait que nous allions jusqu'à la fin de celui-ci, que toutes les conditions soient remplies et qu'après le programme, nous entrions dans une nouvelle ère. Et il n'y aura rien après qui ressemblera à un faux programme. Je ne suis pas en faveur d'un plan de précaution. Pierre Moscovici, toujours membre du Parti socialiste en France, a commenté l'arrivée des sociodémocrates au gouvernement allemand. Je pense que c'est le signe d'un changement en Allemagne. Le fait que les sociodémocrates aient demandé le ministère des Finances est un symbole. C'est un symbole important, mais bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que l'Allemagne renonce à sa culture de stabilité. Le pays ne va pas augmenter son déficit. L'Allemagne a toujours été un partenaire très sérieux, mais il y a aussi une volonté de renforcer l'action publique dès que les politiques internes sont concernées et d'approfondir l'intégration. As far as economic policy is concerned, and also to have deeper Eurozone integration. Du côté du Portugal, autre pays à avoir subi un plan de sauvetage, le commissaire européen commente l'action du gouvernement. Certaines mesures d'austérité continuent à être appliquées. C'est un gouvernement sérieux, pro-européen. Ils sont totalement conformes à leurs engagements. Cela n'interdit pas la démocratie. Avoir des engagements à respecter n'interdit pas d'avoir des politiques de centre-droit ou de centre-gauche, d'avoir des mesures pro-entreprise ou plus sociales. Commissioner, many thanks for being with us. Thank you. En Corée du Sud, Kim Yo-young, la sœur cadette du dictateur, figure de la délégation officielle nord-coréenne pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang, a foulé le sol sud-coréen. Elle devient ainsi le premier membre de la dynastie à fouler le sol du grand rival depuis la fin de la guerre. Reportage. Son visage se démarque au milieu de la délégation officielle de la Corée du Nord envoyée pour l'ouverture des JO. Kim Yo-young, la jeune sœur du dictateur Kim Jong-un, est devenue la première membre de la dynastie à fouler le sol du grand rival depuis la fin de la guerre. Le chef de la mission est Kim Yong-nam, 90 ans, président de l'Assemblée populaire suprême. Il est le plus haut dignitaire nord-coréen à s'être jamais rendu en Corée du Sud. Cette visite de 3 jours inclut une rencontre avec le président sud-coréen. Côté américain, c'est le vice-président Mike Pence qui dirige la délégation à Pyeongchang. Il est notamment accompagné du père d'Otto Warmbier, un étudiant américain mort après avoir été incarcéré en Corée du Nord.
Mike Pence va tenter de contrer l'offensive de propagande nord-coréenne. La veille, il avait annoncé que Washington allait dévoiler de nouvelles sanctions économiques sans précédent contre Pyongyang en raison de son programme nucléaire. Cependant, il a aussi déclaré que les États-Unis ne fermaient pas la porte à une rencontre avec les Nord-Coréens en marge des JO, des Jeux aux forts enjeux diplomatiques donc qui se dérouleront comme toujours sous haute sécurité. Ouvrons le chapitre sport de ce bulletin d'information avec la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. L'Éthiopie, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le championnat d'Afrique des Nations CHAN s'est achevé avec la victoire du Maroc et tous les yeux sont désormais tournés vers l'Éthiopie pour l'organisation de la prochaine campagne de 2020. Rappelons que la Fédération éthiopienne de football n'a en aucun cas présenté une candidature officielle pour accueillir la prochaine compétition. Plus de détails dans ce reportage. L'Éthiopie accueillera le prochain tournoi du championnat d'Afrique des Nations CHAN en 2020. Le président de la Fédération éthiopienne de football, Genedi Bacha, a reçu le flambeau des mains du président de la Confédération africaine de football après la finale du CHAN 2018 au Maroc dimanche dernier. Bien que la fédération éthiopienne a montré sa volonté d'accueillir la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, beaucoup de questions sont sans réponse. Il est à signaler que la fédération éthiopienne de football n'a présenté aucune candidature officielle pour accueillir la compétition. Cependant, le patron du football éthiopien a déclaré que la CAF évaluera si le pays est capable d'accueillir ce grand événement sportif continental. Pendant ce temps, le Maroc a marqué l'histoire en devenant le premier pays hôte à remporter le tournoi avec une victoire éclatante de 4-0 sur le Nigeria. Aux Jeux olympiques de Pyeongchang, la politique relègue les athlètes au second plan. Les Jeux olympiques d'hiver, particulièrement ceux de Pyeongchang, peinent à égaler dans l'imaginaire collectif leurs cousins d'été, hormis les populations vivant à moins de 30 minutes des pistes de ski. Le point en images. Footing matinal pour les skieurs italiens, sous le regard amusé des bénévoles sud-coréens. Les Françaises du biathlon, elles, ont un peu de mal à trouver le reste de l'équipe. À Pyeongchang, les athlètes prennent leur marque. Participer aux Jeux Olympiques, le rêve de tout sportif. Et c'est parfois impressionnant la première fois. Quand ça fait 15 ans que vous rêvez de quelque chose et que vous y arrivez, le boulot n'est pas fini. J'ai dû combattre mes peurs, relever tous les défis. Mais les JO, ce n'est pas juste remporter des médailles, c'est aussi surmonter ses craintes et persévérer. Pour moi, représenter le Ghana ici, c'est une victoire en soi, mais je veux aussi montrer que je peux aller vite. Lindsey Vonn, Marcel Hirscher ou Martin Fourcade, voilà quelques-unes des stars qui sont ici, en Corée du Sud. Bien sûr, ils veulent tous remporter une médaille d'or pendant ces JO de Pyeongchang, où pour l'instant, on a beaucoup plus parlé de politique que de sport à cause de la présence de la Corée du Nord. Et la venue de la délégation du régime communiste inquiète de nombreux Sud-Coréens. À Séoul, le gouvernement a du mal à convaincre la classe politique conservatrice qu'il faut dialoguer avec cet ennemi qui multiplie les provocations. La dit que son pays se fait manipuler par le dictateur Kim Jong-un. Les Jeux Olympiques sont un événement planétaire basé sur des valeurs comme le respect, le fair play, et ça participe à la diplomatie. Mais la Corée du Nord, c'est tout le contraire. Ils sont contre la paix, contre la liberté. Ils n'ont rien à voir avec l'esprit olympique. Jamais des JO d'hiver n'ont rassemblé autant d'athlètes. Près de 3000 venus de 92 pays. Des passionnés pour qui le sport passe avant la politique. Toujours en sport, le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel de 47 athlètes. Mauvaise nouvelle donc pour la Russie où le tribunal arbitral du sport n'a pas donné une suite favorable à l'appel déposé par 47 Russes après avoir été mis en cause dans le scandale de dopage de Sochi en 2014. Ce refus empêchera les athlètes de participer aux prochains Jeux de Pyeongchang. Élément vidéo. Les JO commencent et mauvaise nouvelle pour la Russie. Le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel déposé par 47 Russes qui souhaitent participer aux Jeux après avoir été mis en cause dans le scandale de dopage de Sochi 2014. À Pyeongchang, 168 athlètes russes considérés comme propres par le comité international ont été admis sous bannière olympique neutre.
Bien que le comité olympique russe ait été suspendu, le CIO a choisi d'offrir à des athlètes l'opportunité de participer à ces Jeux d'hiver sous certaines conditions, et ce afin de préserver l'équilibre entre son intérêt pour la lutte mondiale contre le dopage et les intérêts individuels des athlètes de Russie. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Les 47 Russes ont également déposé un recours devant le tribunal d'arrondissement de Lausanne, en Suisse, siège du CIO, afin d'obtenir des mesures d'urgence. Ultime et infime espoir pour eux d'être invités au JO. La décision est attendue dans l'après-midi. Point final de cette session d'information. Ce journal a été en effet préparé par l'ensemble de la rédaction de la télévision francophone chrétienne. Prochain rendez-vous en compagnie de Fadel Koulaï. Bonne suite de programme et que Dieu vous bénisse.